Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne pour rester à l'écoute des marchés. Chaque jour sur Bismart Fortune, si vous nous suivez en direct, à la télévision, sur vos box notamment. On se retrouve à 17h chaque soir en direct pour cette émission que vous retrouvez bien sûr par la suite chaque jour en replay sur bismart.fr ou encore à consommer en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées à l'heure qu'il vous plaira. Au sommaire de cette édition ce soir, les enjeux de ce mois de rentrée, de ce mois de septembre, un mois qui sera marqué par un certain nombre de décisions de politique monétaire. Ce sera évidemment un des premiers enjeux pour les investisseurs avec les décisions attendues de la Banque Centrale Européenne et de la Réserve Fédérale Américaine. Un mois avec une saisonnalité défavorable également du point de vue de la dynamique des marchés actions. C'est toujours un facteur à prendre en compte également après un été qui a pu être un peu perturbé par quelques séances compliquées au début du mois d'août. On aura l'occasion d'en reparler sans doute avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis, cette question justement de marché, est-ce que le leadership sectoriel de marché est en train d'évoluer ? On a vu la réaction de marché assez mitigée après les résultats encore époustouflants, il faut le dire, de Nvidia. On voit d'autres secteurs en Europe notamment qui sont à la manœuvre aujourd'hui avec un momentum beaucoup plus positif. Je pense par exemple au secteur de la santé avec Sanofi qui fait figure de leader du CAC aujourd'hui. Vous aurez le détail de la séance en cours dans un instant avec Pauline Gratel. Nous aurons d'ailleurs deux spécialistes du secteur de la santé qui nous accompagneront au cours de cette émission. La semaine sera marquée également sur le plan macro avec les différentes données du marché du travail américain et le rapport mensuel sur l'emploi qui sera publié ce vendredi avant la décision de la Fed qui a mis le focus désormais sur la bonne tenue du marché du travail, considérant que l'inflation à ce stade n'était plus un sujet, c'est pour reprendre et paraphraser le discours de Jérôme Powell à Jackson Hole il y a une dizaine de jours maintenant. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, vous le savez, le quart d'heure thématique, nous ferons un point sur les actifs privés, la classe d'actifs ou l'univers d'investissement des actifs privés, quel est l'état des lieux qu'on peut dresser en cette rentrée et les enjeux pour cette classe d'actifs de plus en plus plébiscitée par les investisseurs. Ce sont les équipes de BNP Paribas Asset Management et la directrice des relations investisseurs Private Assets qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45 pour cet état des lieux de rentrée. Avant d'accueillir nos invités de Planète Marché, d'entamer notre discussion, les infos clés du jour. Chaque soir, c'est Tendance, mon ami, en ouverture de Smart Bourse avec Pauline Gratel. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Des marchés qui évoluent sans véritable tendance en Europe, en l'absence des marchés américains. Oui, en ce début de semaine, la dynamique est faible pour l'ensemble des bourses européennes qui tournent autour de l'équilibre alors que les marchés américains sont restés fermés pour Labor Day. Le CAC 40 évolue en cette fin de séance au-delà des 7600 points. Sur le marché obligataire, le rendement de l'obligation française à 10 ans remonte au-delà des 3%, autour de 3,05%. Le rendement de l'obligation allemande de même échéance tourne autour de 2,33%. L'écart entre ces deux obligations reste stable, un peu au-dessus de 70 points de base. L'agenda macro du jour était relativement léger en attendant les chiffres d'emploi américains. Les investisseurs ont tout de même pris connaissance de différentes enquêtes relatives notamment au secteur manufacturier. Oui, à commencer par l'indice manufacturier chinois mesuré par Caixin pour le mois d'août qui ressort à 50,4 après 49,8 en juillet. Les investisseurs ont également pris connaissance du PMI manufacturier de la zone euro qui ressort à 45,8 après 45,6 le mois précédent. C'est un plus haut depuis 2 mois. Et puis derrière cet indicateur agrégé pour l'ensemble de la zone euro, il faut noter des faiblesses particulières en provenance des chiffres français et allemands. Oui, en France, le PMI manufacturier ressort à 43,9 en août, après 44 en juillet. En Allemagne, il ressort à 42,4 après 42,1 en juillet. Du côté des entreprises, je le disais en introduction, Sanofi fait figure de leader du CAC 40 au cours de cette séance. Oui, l'entreprise a présenté des résultats positifs pour son traitement de la sclérose en plaques. Le produit deviendrait ainsi le premier et le seul traitement qui permet de réduire le handicap lié à cette maladie. Le titre est en hausse de 2,5%. Toujours en France, mais hors CAC 40, Atos révise à la baisse ses prévisions financières pour la période de 2024 à 2027. Le groupe assure par ailleurs que cette révision n'aura pas d'incidence sur son plan de restructuration financière. Le titre est en baisse de 3%.
Et puis, une envolée à signaler sur le marché britannique aujourd'hui. La hausse du jour est signée Rightmove. Oui, le portail immobilier, spécialiste des annonces immobilières britanniques, voit son titre bondir de plus de 20% à Londres. Une des sociétés australiennes de Rupert Murdoch envisage de lancer une OPA et a jusqu'au 30 septembre pour confirmer une telle opération. Coup d'œil sur l'agenda de demain. Enfin, qu'est-ce qui attend les investisseurs, Pauline ? Les investisseurs prendront connaissance de l'ISM manufacturier aux États-Unis pour le mois d'août. En France, on prendra connaissance des résultats du premier semestre de Exosens. Tendance, mon ami, chaque soir, ce sont les infos clés du jour sur les marchés résumés par Pauline Gratel en ouverture de Smart Bourse. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Régis Béguet est à nos côtés, associé et gérant chez Zadig Asset Management. Bonsoir Régis. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Florent Martini de nous accompagner également. Bonsoir Florent. Bonsoir Grégoire. Vous êtes le directeur de la gestion de Trecento Asset Management et l'économiste du jour, Florent Vabon, à mes côtés. Bonsoir Florent. Bonsoir. Économiste donc chez Ecofi. Commençons peut-être effectivement avec la macro et l'état des lieux de rentrée et plus précisément ce qui nous attend en matière de décision de politique monétaire. Qu'est-ce que vous avez compris des derniers messages envoyés par la Réserve fédérale américaine et le discours de Jérôme Powell à Jackson Hole, ou encore les derniers messages côté européen envoyés par les membres influents de la Banque centrale européenne? Je crois qu'il y avait hier un discours important, toujours délivré par Isabelle Schnabel, membre du board de la Banque centrale européenne. Moi, j'avais en tête que la BCE... partant la première, avait un peu soulagé les marchés, les investisseurs, dans l'idée que cette fois, on allait peut-être pouvoir avoir une BCE un peu moins réactive et peut-être un peu plus proactive dans, l'accompagnement du cycle, de la désinflation, du soutien à une économie européenne moribonde depuis une paire d'années maintenant. Quant à la Fed, partant un peu plus tard, on se disait qu'elle avait peut-être pas autant d'urgence que la BCE à délivrer ses premières baisses de taux. On se retrouve quand même avec un discours de la Fed qui est assez agressif, dans le sens où, si besoin, Jérôme Powell nous dit que la Fed n'hésitera pas à agir de manière significative pour, désormais, préserver le marché du travail américain, les conditions de l'emploi aux États-Unis, plutôt que de continuer à lutter contre l'inflation qui n'est plus leur sujet. Et en face de ça, on se retrouve avec une BCE qui semble finalement beaucoup plus sur la retenue en cette rentrée, quand bien même elle a décidé de sa première baisse de taux le 12 juin dernier, avant la Fed. Ouais. Alors, bon, le discours de Jérôme Powell, il fait quand même suite aux propos qu'il avait tenus au mois de juillet, en disant mon problème n'est plus l'inflation, mais plutôt l'emploi. Ou plutôt, c'est pas vraiment mon problème, mais disons que dans la balance des risques, l'équilibre. Je mets un peu plus de poids sur l'emploi. Donc, il a été assez fidèle à ce discours-là, finalement. C'est un peu dans la continuité. Néanmoins, si on est un peu critique, parce qu'il faut l'être quand même, je l'ai trouvé un peu trop confiant. Confiance, c'est peut-être pas le bon terme. Sur quoi? Sur la désinflation? Ça a manqué de nuance, à mon sens. Non, sur l'emploi. En réalité, si je suis un peu provocateur, j'ai l'impression qu'on a retrouvé le Jérôme Powell de fin 2023. D'accord. Où il était extrêmement confiant dans ses perspectives d'inflation. Bon, finalement, il a eu plutôt raison, en réalité. Mais ça laissait sous-entendre qu'il était prêt à baisser les taux dès le mois de mars, etc. C'est la raison pour laquelle les marchés se sont un peu On parlait déjà d'un pivot à l'époque. Exactement, on parlait d'un pivot. Et tout le monde se posait énormément de questions. Là, on s'en pose un tout petit peu moins, mais quand même, je trouve que ça manquait de nuance parce que finalement, il n'évalue qu'un seul scénario, celui où le marché de l'emploi continue de se dégrader et donc qu'il est nécessaire de baisser les taux. Moi, je vois ça sous un autre angle, en termes de prévision aux banques centrales, c'est qu'effectivement, on est sur une phase de rééquilibrage du marché du travail, ça personne ne le nie, puisqu'on a désormais une baisse assez significative des offres d'emploi non pourvues, la tension sur le marché du travail, donc quand on rapporte les offres d'emploi à la force de travail, est revenue quasiment au niveau d'avant pandémie. Ça veut dire qu'il y a moins de tension sur le marché du travail. Donc ça veut dire aussi que les hausses de taux peuvent avoir plus d'impact. Parallèlement, on a aussi le taux de chômage qui augmente. Et donc effectivement, c'est le moment de se dire la politique monétaire est trop restrictive, ou en tout cas elle est restrictive. Il n'y a peut-être plus besoin, sachant que l'inflation en tendance, là pour le coup c'est l'ami de la Fed. Voilà. Et donc effectivement c'est le moment de baisser les taux. Je peux recalibrer le réglage de ma politique monétaire. Mais en disant qu'il ne tolérera aucune dégradation supplémentaire du marché du travail, ça laisse sous-entendre qu'il pourrait faire effectivement les fameux 50 BP que beaucoup anticipent. Sous-entendu, j'agis en urgence, je ne sais pas, parce que le taux de chômage augmente à... J'ai compris qu'à 4,3 de taux de chômage, on aurait pu imaginer que
laisser le taux de chômage monter, aller entre 4,5 et 5 n'était pas un drame pour l'économie américaine et pour le rééquilibrage de l'économie américaine. Ce que Jérôme Powell dit en son nom propre à Jackson Hole, c'est 4,3, pour moi, ça doit déjà être une limite. Alors, pourquoi est-ce qu'il dit ça ? Parce que Jackson Hole, c'est pas que le discours de Jérôme Powell. C'est aussi un rendez-vous d'universitaires. Et il y a des papiers universitaires qui sont présentés. Donc, il y en a un en particulier. Alors, j'ai peur d'écorcher les noms, donc je ne vais pas le dire. Mais globalement, c'est un papier qui est assez intéressant puisqu'il mêle à la fois un cadre théorique basé sur la courbe de Beveridge. Ouais. Pour le dire simplement à ceux qui nous écoutent, c'est ça lie les offres d'emploi non pourvues avec le taux de chômage. Grosso modo, quand les offres d'emploi non pourvues diminuent, le taux de chômage augmente. Donc, ça lie négativement les deux. Il lit aussi, et ce papier lit aussi la courbe de Phillips, qui nous dit qu'il y a une relation négative, je schématise, mais entre l'emploi et l'inflation. Sous-entendu que pour faire abaisser l'inflation, il faut augmenter le chômage. Donc dans ce papier de recherche, ils mêlent les deux, et ils en arrivent à la conclusion, je vais très vite à la conclusion parce que c'est très technique, que le seuil à partir duquel aujourd'hui ça va commencer à devenir problématique, c'est très exactement 4,42% de taux de chômage. D'accord. Il y a une autre partie de la littérature académique qui arrive à peu près aux mêmes conclusions, à quelques différences près, c'est 4,46%. Mais on y est. Ouais. Donc globalement, ça veut dire qu'effectivement, on est proche du niveau où ça pourrait s'emballer à la hausse. Donc, c'est le moment. Où ça pourrait accélérer. Exactement, c'est le moment. Mais la motivation, pour moi, c'est vraiment un ajustement de politique monétaire. C'est pas une réponse à une récession. Non. Après, ce qu'il faut bien identifier aussi, c'est pourquoi est-ce que le taux de chômage augmente aux États-Unis ? Est-ce que c'est parce que les entreprises licencient ? Ou est-ce que c'est parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui rentrent sur le marché du travail et qui sont en recherche d'emploi ? En réalité, c'est plutôt la deuxième option. C'est-à-dire qu'il y a de l'immigration, il y a un taux de participation au marché du travail qui ne cesse d'augmenter. Quand on prend par exemple, parce qu'aux États-Unis, ils font le distinguo ethnique, ils font aussi le distinguo de genre. Ouais. Donc jusqu'à présent, on avait un taux de participation au marché du travail pour les femmes qui n'augmentait plus avant la pandémie. Et depuis la pandémie, en réalité, il augmente. Donc on a comme ça un taux de participation au marché du travail de certains pans de la population qui fait que le taux de chômage augmente parce qu'il y a plus de personnes sur le marché du travail. Donc pour moi, là je vais mettre les pieds dans le plat, le risque de récession il est un peu surfait en réalité. Et j'irai même plus loin, je vais faire un pas de côté, je vais faire une comparaison qui peut paraître un peu osée. Dans les années 50, dans la BD Superman, un des auteurs a introduit le concept de Bizarro World. Le Bizarro World, c'est le monde inversé. Donc la planète Terre n'est plus sphérique, elle est cubique, et Superman est méchant. D'accord. Et aujourd'hui, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en 2022... L'anti-monde, quoi. En 2022, on nous avait dit récession technique aux États-Unis, 2 trimestres consécutifs de contraction du PIB. C'est extrêmement rare hors des périodes de récession. Il n'y a pas eu de récession. On a eu une inversion de la courbe des taux. Quand on calcule les probabilités implicites à partir des niveaux d'inversion que l'on avait en 2023, on aurait dû avoir c'était 90% de probabilité qu'on ait une récession. On n'a pas eu de récession. Les niveaux de confiance des ménages, du consommateur américain, étaient au plus bas, jamais connus. On n'a pas eu de récession. Et aujourd'hui, on a même la règle de Sam, je crois que vous en avez parlé, j'imagine, sur ce plateau, qui a été activée. Donc on est clairement dans le Bizarro World, et je pense que ce cycle de baisse de taux sera différent. J'entends. Et donc ça va être un ajustement de politique monétaire. Et la BCE, pour le dire très très rapidement, c'est paradoxal qu'elle effectivement durcisse le discours, parce que c'est pas du tout la même situation. L'économie se porte pas hyper bien, et l'inflation baisse plus rapidement qu'aux États-Unis. Donc moi, mon discours, il a toujours été de dire que c'était une nécessité pour la Banque Centrale Européenne que de baisser les taux. Donc j'étais plutôt content quand elle l'a fait en juin, et qu'elle annonçait que potentiellement elle pouvait le faire encore un peu plus. Et là, on a l'impression qu'ils repartent un petit peu en arrière, et notamment, effectivement, le discours d'Isabelle Schnabel a été de dire le risque que je vois, si je fais des scénarios, c'est finalement que l'inflation soit plus élevée que ce qu'on pense, mais elle n'a pas du tout évalué le fait qu'elle puisse être en dessous de 2%. Elle ne voit qu'un risque. Elle ne voit qu'un risque. En tout cas, dans le discours qu'elle livre, elle ne met en avant qu'un seul risque. Mais la BCE a un biais structurel. Faucon. Oui, bien sûr. Et la Fed, plutôt de... Mais sur la Fed, juste pour terminer là-dessus, le pricing de marché, c'est 100 points de base de baisse de taux d'ici la fin de l'année. Vous dites, il y a des chances qu'on n'y soit pas. Au regard de ce que vous décrivez et ce que vous comprenez du scénario macro américain. Ouais, après, les anticipations de marché, c'est toujours un peu pollué. Et notamment sur la réunion de septembre, ça price un petit peu plus que 25 BP. Donc en cumulatif, effectivement, ça fait 100 BP sur l'ensemble de l'année.
Mais si on part dans l'idée que c'est un ajustement de politique monétaire et qu'il n'y a pas non plus de dégradation et de récession à l'horizon, ça peut être comme dans les années 90, le fameux soft landing Greenspan avec très peu de baisse de taux. Le Bizarro World, c'est ça ? Le Bizarro World. Ouais. L'anti-monde, quoi, qui défie toutes les règles théoriques qu'on a pu construire ces dernières années. Oui, ça, je peux vous croire là-dessus. Qu'est-ce que ça change, Régis ? Effectivement, ces histoires de baisse de taux. Est-ce que la Fed est dans le bon tempo, avec le bon discours, prête à délivrer de bonnes baisses de taux qui seraient positives pour les marchés d'actifs risqués ? Est-ce qu'on est dans ce schéma-là aujourd'hui ? Le marché l'interprète comme tel. En tout cas, hein, le marché était dans une phase au premier semestre où quand c'était bon, c'était mauvais, quand c'était mauvais, c'était bon. Ouais. On est passé dans une seconde phase un peu plus craintive où quand c'était mauvais, c'est-à-dire que c'était mauvais signe pour l'économie et donc pour les résultats des entreprises et donc pour le niveau des marchés. Et puis là, on est dans une troisième phase où, quand c'est mauvais, c'est bon. Donc, c'est-à-dire plus on a de risques d'apaisement, de ralentissement de l'économie, même si on ne va pas vers une récession, et non presque dans une phase, en fait, Goldilocks, où on s'aperçoit qu'on a un ralentissement modéré de l'économie avec finalement des menaces qui sont incertaines, effectivement un taux de chômage qui remonte un petit peu, mais finalement pas du tout de signes de catastrophe, et en même temps une inflation qui baisse plus rapidement que ce qu'on pouvait espérer, et donc des perspectives de baisse des taux qui vont être plus rapide. Et puis il y avait cette question, est-ce qu'on peut baisser les taux au moment des élections américaines ? Ça va modifier bon, clairement, la porte est ouverte à ce qu'on baisse les taux quand il faut baisser les taux. C'est pas une entrave. Le jour d'après ou le jour d'avant les élections, ce qui est d'ailleurs logique, hein, parce que personne ne sait à qui on fait plaisir en baissant les taux exactement. Est-ce que c'est un coup de pouce pour l'un ou pour l'autre ? C'est pas très clair. Donc il n'y a aucune raison de s'empêcher d'agir dans le rythme de l'économie sous prétexte qu'il y a les élections américaines. Donc là, la porte est ouverte à une baisse des taux, à plusieurs baisses des taux assez significatives, sans qu'elle soit ouverte à retourner dans le monde pré-Covid des taux à zéro ou des taux négatifs, etc. Ce qui était une période quand même qui était compliquée pour les allocataires d'actifs, ce qui poussait quand même des bulles, même si aujourd'hui il y a sans doute quelques bulles dans le marché, mais c'était une période qui était quand même dont on savait qu'on devrait en sortir et on ne savait pas si on en sortirait à peu près en bon état. Et donc aujourd'hui, je pense que cette perspective-là, elle n'est pas non plus encore pour tout de suite. Et donc on est vraiment dans une situation qui est assez agréable, où finalement le ralentissement économique va se produire, mais de manière modérée et ordonnée, ce qui pratiquement ne s'est jamais produit dans l'histoire. Hein. Donc c'est pour ça que ce scénario-là... C'est pour ça que je ne serais pas surpris qu'à un moment devant nous, je ne sais pas quand, on commence à se faire peur avec quelques chiffres d'un ralentissement un peu trop fort, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Jusqu'à présent, qui amènerait à nouveau l'idée que la récession est peut-être là au coin de la rue aux États-Unis. Jamais la Fed n'a réussi à casser l'inflation sans provoquer de récession. Ça n'a jamais été le cas. Et donc peut-être on commence à probabiliser cette possibilité-là, qui est plutôt sympa. D'accord, oui. Pour l'anecdote, c'est arrivé une fois, donc à la Greenspan. Ouais, les années 90. Et lorsqu'il a baissé les taux, c'est en réponse à un NFP, un chiffre de création nette d'emplois non agricoles négatif qui a été révisé après. Positif. Mais donc on n'y est pas encore. Je comprends. Donc c'est même avant, on réagit avant. Donc on est dans le bizarre world. Qu'est-ce que ça change, ces histoires de baisse de taux, et l'idée quand même qu'il y a un cycle qui se met en place, et pas juste du côté de la Fed étant leader, bien sûr, mais on l'a dit, la BCE a commencé, d'autres économies également, y compris dans la sphère émergente, ont commencé à normaliser, à abaisser leur taux monétaire. Florent, qu'est-ce que ça change pour les gérants d'actifs et les gérants actions notamment ? Mais je crois qu'il y a quand même un doute qui s'est immiscé clairement sur la croissance américaine. Là où on craignait avant l'été plutôt une réaccélération de l'inflation, du cycle, etc., je crois qu'on peut dire clairement qu'il y a un doute qui s'est immiscé. Et il vient du fait qu'on a eu quand même pas mal de données contradictoires sur la croissance aux États-Unis. Un mois de juillet qui était vraiment quand même en dedans sur certains indicateurs. Et de l'autre côté, au mois d'août, on a eu des choses qui ont quand même pas mal rassuré, la confiance du consommateur, les ventes au détail, etc. Et
il y a quand même 2 indicateurs récessifs assez forts qui sont déclenchés. C'est cette fameuse règle de Sam. Donc le taux de chômage progresse de 0,5 points sur les 12 derniers mois. Sur le taux de chômage moyen sur 3 mois, c'est ça qui progresse de 0,5 Exactement. On prend la moyenne des 3 derniers mois du taux de chômage. Ouais. On retranche le point le plus bas observé sur les 12 derniers mois. Et effectivement, lorsque ça dépasse 0,5, il y a habituellement récession. Mais quand on regarde sur un historique très long, jusqu'en 1930, en reconstituant les données, etc., il y a déjà eu des faux signaux. Oui, c'est empirique. C'est une règle ça empirique. Très, très elle bien. le dit elle-même. Et Claudia Sam, elle n'a pas arrêté de défendre l'idée que sa règle n'était pas automatique et que c'était une règle empirique. Ça marche très bien, mais il y a des faux signaux. Voilà. Florent, pardon. Et le deuxième indicateur, c'est la repentification de la courbe des taux qui semble bien enclenchée après une très longue période d'inversion. Généralement, historiquement, au démarrage d'une récession, on a ce phénomène de repentification. Parce que les taux courbent. Donc voilà, il ne faut pas les prendre comme des vérités absolues. Mais comme ces indicateurs marchent quand même plutôt bien empiriquement, il ne faut pas non plus complètement les ignorer. Entièrement d'accord. Voilà. Et d'autant plus que sur le plan micro, la saison des publications qui se termine confirme qu'aux États-Unis, le consommateur à bas revenus est en difficulté. Rien que la semaine dernière, il y a eu un gros warning de Dollar General, donc qui est une entreprise qui fait des produits discountés, de conso discrétionnaire, donc qui a revu à la baisse de 50% son résultat net d'ici la fin de l'année. Et il y a eu d'autres acteurs qui ont eu des warnings assez sévères. Sur la conso discrétionnaire, il y a d'autres choses qui sont arrivées, au-delà de ce qu'on connaissait, notamment dans le travel and leisure. Vous avez eu Booking, Marriott, Airbnb, Ryanair, qui ont tous dit que le S2 serait plus compliqué. Et ça se rajoute à ce qu'on connaissait déjà dans la conso discrétionnaire, donc le luxe, l'automobile. Si je sors de la conso, l'industrie, la chimie, ça reste assez compliqué. Mais de l'autre côté, c'est vrai que là aussi c'est contradictoire parce qu'il y a des choses positives. Vous avez un Walmart qui a fait une excellente publication, vous avez un Target aussi qui a réussi à inverser la tendance sur le trafic des magasins, donc il y a des gens qui s'en sortent très bien. Donc tout ça veut probablement pas dire que le consommateur US est en récession, plutôt qu'il est extrêmement sélectif. Et ça, c'est quelque chose quand même qui change. Ouais. Pour le gestionnaire d'actifs, oui, c'est important de comprendre ça. Ouais. C'est important. La dynamique n'est plus la même. Et le dernier point, c'est ce que raconte le marché. Et donc là, il y a des secteurs qu'on n'avait pas vus depuis très longtemps qui reviennent sur le devant de la scène. Donc la santé, ça c'est plus avancé, ça fait un certain temps, mais c'est revenu. Puis vous avez les staples et les utilities, par exemple, qui essayent d'opérer des retournements relatifs vis-à-vis du marché. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Et c'est des secteurs qui sont perçus comme étant des secteurs plutôt défensifs. C'est des secteurs qu'on a envie d'avoir quand on ne sait pas de quoi l'avenir va être fait, y compris sur le plan économique. C'est un mix de ça, et c'est aussi un mix des taux. C'est un peu des secteurs duration. Bien sûr, sensibles à la baisse des taux. Je pense que c'est un mix des taux. D'accord. Et si je sors du marché equity, force est de constater que l'or, le CHF, sont des actifs très défensifs, sont sur des tendances haussières assez marquées. Donc voilà, je suis tout à fait d'accord avec Florent. Je ne crois pas qu'on aille vers un hard landing ni vers une récession des IPS. Par contre, le marché, je pense, est en train d'acter un rythme de croissance qui est probablement plus modéré. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ça entraîne des rotations de style, des rotations sectorielles. Mais pour l'instant, ça ne va pas chercher beaucoup plus loin. Changement de leadership sur ce marché, sur ces marchés boursiers. Alors juste une petite précision sur ce qui vient d'être dit concernant Ryanair. Il y a eu effectivement un avertissement de Ryanair à la fin du mois de juillet sur le niveau de prix accepté par le consommateur pendant la saison d'été, qui est, comme chacun sait, la saison la plus importante pour les compagnies aériennes. Mais un mois plus tard, il y a quelques jours, ils ont indiqué qu'en fait le mois de septembre se présentait beaucoup mieux que ce qu'ils avaient annoncé il y a un mois. Donc il y a peut-être aussi eu un petit accident spécifique sur Ryanair, d'ailleurs, qui n'a pas été confirmé non plus par EasyJet, qui a publié ses chiffres 2 jours plus tard, qui est lié aussi à un changement de mode de distribution des tickets spécifiquement de Ryanair. Et c'était peut-être pas un signal mauvais pour d'une enseigne à l'autre, d'une compagnie à l'autre. On peut avoir pour des questions un peu spécifiques, intrinsèques, des histoires et c'est de toute façon très européen. Ryanair, c'est pas ça ne regarde pas les États-Unis. Et sur le luxe aussi, le luxe, ça me donne l'occasion d'évoquer la Chine, parce qu'effectivement, on parle quand même beaucoup des États-Unis et de l'Europe, mais le plus grand point d'incertitude aujourd'hui pour les marchés financiers, pour les débouchés des entreprises, c'est la Chine, dont on espérait déjà le redémarrage quand
ils ont supprimé les mesures Covid, ça remonte à il y a déjà 1 an et demi, qui n'a pas vraiment eu lieu. L'électronique grand public reste dans une situation difficile. On a eu quand même d'assez mauvais chiffres sur les semi-conducteurs. Or, la partie intelligence artificielle, Nvidia, mais sur le marché des semi-conducteurs, ST Microelectronics, Infineon, etc., Texas Instruments, pas mal de chiffres assez mauvais pendant l'été. L'immobilier en Chine reste très difficile, la construction reste très difficile, et la consommation sur la partie luxe en particulier, on a eu globalement d'assez mauvais chiffres. Là aussi, il y a eu du spécifique. Gucci, c'est un peu spécifique, mais les chiffres d'LVMH étaient plutôt décevants aussi. Ceux d'Hermès ont brillé parmi les autres, mais par contraste, quoi. Voilà, plus par contraste. Enfin, il défie un peu la gravité, Hermès toujours, mais quand même un peu par contraste par rapport à l'ensemble du secteur. Donc globalement, il y a un aspect Chine qui est peut-être aujourd'hui la plus grande source d'inquiétude. Les groupes occidentaux qui ont publié, reporté sur la Chine, ont reporté généralement des mauvaises nouvelles. Exactement, et un peu multisecteur. Multisecteur. Conso, industrie, tout. Industrie, construction, etc. etc. Donc, je dirais que c'est peut-être la plus grande source d'inquiétude qu'on peut avoir aujourd'hui, parce qu'au fond, on ne connaît pas véritablement l'origine de cette... enfin, on connaît probablement, ça vient de la construction et de la bulle immobilière qui est en train d'exploser, mais ça se diffuse un peu partout en Chine. On ne connaît pas trop la recette en Chine pour sortir de cette tendance. Donc si je devais avoir une inquiétude, moi ce serait plutôt celle-là. Je rebondis là-dessus à propos du... C'est plus l'enlisement de la Chine qui vous inquiète que le risque de récession un jour viendra aux États-Unis. Absolument. Très clair. Absolument. pour le niveau global des marchés. Des marchés. Comment vous voyez d'ailleurs sur le plan un peu global l'évolution des politiques monétaires devant nous? Alors Fed, BCE, bien sûr, c'est des différentiels qui sont importants à comprendre, mais il y a aussi en face de ça ce qui se passe en Asie, autour de la Chine, la Chine en tant que telle. Est-ce qu'il faut imaginer quand même un mouvement assez global, synchronisé, de baisse de taux, tout le monde va recalibrer un peu sa politique monétaire, ou est-ce qu'il y a quelque chose de désordonné qui peut se mettre en place? Et j'ai même pas cité le Japon qui, à contre-courant, peut envisager d'autres hausses de taux. Non mais c'est à part, et en même temps, on voit bien que le 5 août, ça concerne tout le monde, y compris ceux qui sont en vacances, pour dire la chose. Donc, Oui. non mais... Ça a été furtif. Mais... ça a été furtif, j'aime bien l'idée. Oui. Je mets le Japon à part. D'accord. J'en parlerai après, mais... la hausse des taux a été synchrone. C'est-à-dire que au moment où on a vu l'inflation augmenter, partout dans le monde, ça s'est fait à peu près au même moment. Et donc toutes les banques centrales, à peu près au même moment, ou plutôt un tout petit peu après la Fed, mais bon, on va dire à peu près au même moment, se sont synchronisées sur un rythme de hausse de taux et se sont arrêtées à peu près au même moment que la Fed. Donc ça a été plutôt synchrone. Maintenant... pourquoi est-ce que le cycle de baisse de taux, selon moi, n'est déjà pas synchrone et ne le sera pas? C'est parce que la nature de l'inflation n'est pas la même d'une zone à l'autre. Et la transmission de la politique monétaire n'a pas été la même d'une zone à l'autre. Pourtant, on voit bien l'inflation globale mondiale baisser de la même manière un peu partout, Florent, non? Alors déjà, ça dépend comment on mesure l'inflation. C'est-à-dire que... non, mais ça a son importance parce que l'indice des prix américain, le CPI... il n'est pas comparable avec l'indice des prix européen. Donc pour pouvoir les comparer, il faut refaire des calculs. Mais ce qu'il faut regarder, c'est les déterminants de l'inflation. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui dans l'inflation, dans toutes ces zones géographiques? Aux États-Unis, le choc de demande a été beaucoup plus significatif. Donc il y a encore une part considérable d'inflation dans les services et dans la fameuse partie immobilière, etc., qu'on pourrait d'ailleurs ranger aussi là-dedans. Mais dans le monde hors États-Unis, il y a toute la partie choc d'offres, prix des matières premières, détente des tensions logistiques, qui a carrément disparu. Et les services, il y en a un peu moins. Alors, il y en a encore un peu en Europe, aux zones euro, au Royaume-Uni, etc. Mais ça n'a pas du tout... et les politiques monétaires... Dans une proportion inférieure. Voilà. Et les politiques monétaires ont eu un impact beaucoup plus important sur l'économie européenne, par exemple. D'ailleurs, Pauline le disait à l'instant, les chiffres qui ont été publiés sur les PMI ne sont pas bons en Europe. On va se le cacher. La croissance a été abîmée. Ça remonte un peu dans les services parce qu'il y a eu l'effet Jeux Olympiques avec la France, mais c'est pas flamboyant. Et donc le Canada, par exemple, on voit le taux de chômage qui est à la Réunion là cette semaine de la politique monétaire. Alors le Canada, c'est un petit pays, mais c'est quand même
symptomatique de ce qui se passe. C'est-à-dire que le marché de l'immobilier s'est effondré, enfin quasiment, il y a pas mal de taux variables et ça a impacté directement les consommateurs. Le taux de chômage a augmenté fortement au Canada. L'inflation a baissé. Donc le coût d'avoir augmenté les taux a été beaucoup plus conséquent au Canada, en Suède. Voilà, donc partout dans le monde. Et donc ces pays-là, toutes choses égales par ailleurs, ils auraient intérêt à être beaucoup plus agressifs que la Fed, par exemple, aujourd'hui, au regard de l'état de l'économie américaine. Pour moi, oui. Déjà asynchrone du point de vue du timing, mais ça c'est fait. Ouais. C'est-à-dire que la Suisse a même baissé en mars, si je ne m'abuse. Oui, oui. La Suède, le Canada, la BCE évidemment, la Banque d'Angleterre même. Ouais. Tout le monde a baissé avant la Fed. Et je pense que dans l'ampleur des baisses, ce sera aussi différent. Parce qu'il y en a, c'est pas un ajustement. D'accord. C'est une nécessité, pour reprendre le terme que vous utilisez sur la BCE. Et la Banque du Japon, alors là, c'est vraiment complètement différent. C'est-à-dire que la Banque du Japon a souhaité une boucle prix-salaire vertueuse, donc a vraiment mis tout en œuvre pour que l'inflation augmente, donc a bénéficié de l'inflation mondiale avec la hausse des prix des matières premières, la baisse du yen, etc., a attendu patiemment que les salaires augmentent pour que ça se transmette dans l'inflation de ça services. s'ancre. Ouais. C'est le cas. C'est-à-dire que c'est incroyable. Il y a des banques japonaises qui n'avaient pas augmenté les salaires depuis 26 ans. Ouais. Donc là, ça commence. Et je trouve que la probabilité accordée à de nouvelles hausses de taux au Japon est assez faible dans le marché aujourd'hui. Je pense que la Banque du Japon nous réserve encore quelques surprises. Ouais. Bon, mais je ne sais pas, les leçons de juillet-août, j'espère qu'elles ont été retenues de ce point de vue-là. Qu'est-ce que vous retenez d'ailleurs de cet épisode estival, Florent Martini et surtout, moi, ce qui m'a intéressé, alors bon, il y a la baisse rapide, furtive, voilà, violente, mais furtive, et puis il y a la reprise. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment s'est fait la reprise, comment le marché est reparti de l'avant, avec quel secteur, quelle thématique, etc. Et est-ce qu'on s'y retrouve ou est-ce que ça... Justement, oui, c'était intéressant de voir que ces secteurs défensifs, ils n'ont pas simplement fait tampon, en fait. Ouais. Une fois que c'est reparti, que le marché est reparti, ces secteurs-là, ils ont fait des nouveaux plus hauts relatifs. Donc, voilà, je continue sur le propos d'avant, c'est qu'on est en train d'acter une économie on a un petit peu des doutes, donc on va chercher plutôt des secteurs un petit peu défensifs. Et il y a des histoires, je sais pas, la santé, c'est un thème que vous traitez en profondeur chez Trecento AM. Florent, ça coïncide aussi avec des histoires spécifiques, avec des momentum bénéficiaires peut-être qui retrouvent un peu de dynamique. Est-ce qu'il y a quand même du fondamental, au-delà de la logique de flux, d'équilibrage, d'arbitrage dans les allocations? Est-ce qu'il y a aussi pour ces secteurs-là un dynamisme opérationnel qui peut jouer pour les actions? Alors, il y a un phénomène de flux qui est très clair. Ça se voit parce que les big pharma, les gros poids de l'indice européen, Astra, Novartis... Ça pèse encore lourd quand même, ces boîtes-là. Ça pèse lourd et ça fait des nouveaux plus hauts historiques. Ouais. Vous avez Roche, Sanofi qui sont sur les plus hauts de 1 an. Donc il y a un phénomène de flux qui est assez clair. Après, il y a des histoires fondamentales qu'on regardait un peu de côté auparavant. Et là, aujourd'hui, vu que le secteur de la santé est plus attrayant d'un point de vue valo, et dans ce contexte que j'ai décrit, il y a des nouvelles qu'on prend mieux, c'est-à-dire par exemple ce qu'a sorti ce matin Sanofi. Moi, je pense que s'ils le sortent il y a 6 mois, 1 an... ça fait rien. Ça fait pas grand-chose. Ouais. Voilà. C'est no news, quoi. Ouais, c'est pas une grande nouvelle pour ça. C'est quoi une phase 3? C'est des résultats d'une phase 3, c'est ça? C'est des résultats qui sont contrastés parce qu'il y avait d'autres essais sur la même molécule qui n'ont pas très bien marché. Voilà, donc je pense qu'il y a quand même une problématique de... Mais là, c'est un catalyseur. Le marché est sensible tout de suite à ce genre de nouvelles. Il y a quand même des histoires assez attrayantes et je pense surtout sur la Big Pharma, il y a une chape de plomb qui est tombée. C'est celle des prix négociés via l'Inflation Reduction Act aux États-Unis. Ouais. Donc ça, les résultats sont tombés cet été et ça va être moins impactant que prévu. Dans un contexte où on a une Kamala Harris qui souhaite plutôt poursuivre ce qu'a fait Joe Biden, il y a quand même une visibilité qui est meilleure aujourd'hui. Donc même pour la santé US en année électorale, vous dites il y a moins de pression que d'habitude dans ce genre de période. On ne sait jamais. Hein. Oui, on n'y est pas encore à l'élection. C'est clair qu'il y a moins de pression parce que Biden a fait beaucoup de choses et Kamala Harris veut continuer ce qu'il a fait. Sur la santé, Régis, c'est un secteur que vous connaissez particulièrement bien? Absolument, pour poursuivre ce qui vient d'être dit. Juste sur Sanofi spécifiquement, aujourd'hui, je suis assez d'accord avec Florent que la réaction du marché... Phase 3, c'est sur la sclérose en plaques, une forme de sclérose, c'est ça? Voilà, oui, en fait, c'est sur la sclérose en plaques, mais il y a quand même 2 points qui sont un peu importants, en tout cas qui changent. D'abord, Sanofi nous a habitués depuis de longues années à beaucoup d'échecs, et aujourd'hui,
aujourd'hui, c'est une phase 3 réussie, donc on peut aussi se dire, ok, le groupe, quand il a fait son profit warning en octobre 2023 de l'année dernière, c'était pour dire, attention, on va avoir beaucoup de phase 2 qui vont passer en phase 3, ça va nous coûter très cher, on fait un profit warning pour ça, parce qu'on va investir en recherche et développement. C'est aujourd'hui le premier de ces résultats-là qui tombe par rapport à ce warning d'octobre 2023. Donc, première fois que c'est une confirmation que la stratégie d'investir dans la R&D est peut-être la bonne, puisqu'on a une confirmation d'un bon résultat. Alors, c'est vrai que ce résultat, il est mitigé parce que il y avait 2 études en cours, une sur la sclérose en plaques rémitante et qui a échoué, qui concerne en réalité 85% des patients, mais un sur la sclérose en plaques secondairement progressive, qui ne concerne qu'une petite partie des patients, mais il se trouve que sur la sclérose en plaques secondairement progressive, il n'y a aucun traitement aujourd'hui approuvé. Donc, il y a aussi une hypothèse qui est que on a un certain nombre de patients qui sont diagnostiqués, mais on peut supposer aussi qu'un certain nombre de patients ne sont pas aujourd'hui suivis par des médecins dans la mesure où il n'y a aucun traitement disponible. Donc le marché qui est identifié comme étant un petit marché pourrait être un meilleur marché finalement parce que des patients... voilà. Donc c'est quand même une assez bonne nouvelle. Et puis le marché régit aussi, je pense, un petit peu avec le cœur de temps en temps, c'est-à-dire que c'est quand même une maladie, la secondairement progressive, qui est extrêmement débilitante, et le fait d'avoir aucune perspective d'évolution est quand même pas très sympathique pour les patients, et je pense qu'il y a un peu de réaction aussi émotive. Là où j'entends ce que disait Florent juste avant, c'est qu'il y a 1 an à peine, Sanofi, c'était dead money. Et que là, on la retrouve à 104 €. Ce n'était pas tout à fait dead money, il y avait un le warning de 23, c'était un saut dans l'inconnu pour beaucoup d'analystes. Moi, j'en ai discuté avec eux à l'époque. Attends, on avait perdu plus de 10%, je crois, sur la nouvelle pour Sanofi, qui est quand même un poids lourd, qui reste un poids lourd historique de l'indice. Beaucoup d'analystes avec qui j'avais discuté à l'époque n'avaient pas compris la communication R&D financière. Il y avait un nouveau patron de la recherche qui arrivait, etc., qui endossait quelque chose qu'on lui a mis... bref, c'était compliqué, quoi. Ça a eu le mérite de faire un reset des attentes. Voilà, alors, une autre petite précision sur la pharma, vous savez que depuis... Mais je veux comprendre, c'est pas juste... C'est des histoires spécifiques, parce qu'on a beaucoup parlé de la pharma à travers Novo et Eli aux États-Unis. On continue de parler, évidemment, de leur combat et de la bataille historique qu'ils ont engagée contre l'obésité, et c'est une histoire fabuleuse. Mais il y a d'autres dossiers qui reviennent. Oui, il y a eu un autre élément déclencheur. Effectivement, c'est là-dessus que je voulais revenir aussi. Le marché, tout à fait, vous savez, le marché, il aime bien, il raisonne par monomanie. Donc, il y a eu la phase Covid où c'était les vaccins, le mRNA, et puis après, on est passé à la phase obésité, diabète, obésité. C'est vrai qu'il y a une dynamique extrêmement spécifique avec quelque chose qui est en train de transformer quand même un peu la société en profondeur. Maintenant, comme toute la valorisation s'est concentrée sur Eli Lilly et Novo Nordisk, tout le reste a été abandonné, mis de côté. Or, le reste continue d'exister. Il y a des innovations formidables qui se passent notamment chez AstraZeneca dans le cancer. Vous avez une valeur cachée en Europe, mais personne n'a sans doute en tête que la meilleure performance dans le secteur pharmaceutique depuis le début de l'année n'est pas Novo Nordisk, mais UCB, Union Chimique Belge, qui est donc une moyenne valeur pharma en Belgique, avec qui a pris plus de 50% depuis une mid-cap belge qui a pris plus de 50% avec un produit dans le psoriasis qui est en train de connaître un grand succès. Et puis, ce qui s'est passé sur l'obésité, et c'est ce qui a déclenché en réalité le début du rebond de Roche, c'est que Roche a acheté un actif GLP-1 GIP également dans l'obésité, dont les résultats préliminaires de phase 1, donc des résultats qui sont pour l'instant très, très parcellaires, mais qui ont été assez spectaculaires et apparemment bien meilleurs que ce qui se fait aujourd'hui sur le marché. Ça veut dire que sur l'obésité elle-même, d'autres laboratoires, il y a en fait une vingtaine de laboratoires. Le duopole qui s'installait, Eli, Novo, il sera peut-être à un moment challengé. Exactement, est en train d'être potentiellement challengé, sachant que ceux qui sont dans la place ne vont pas se laisser faire. C'est pas si simple que ça. C'est comme Nvidia, il y a la concurrence sur les GPU. Non, mais ça me passionne, moi, ce sujet. Qu'est-ce que vous en dites ? Le marché va se construire comme un duopole autour
de ces traitements, alors partant du diabète contre l'obésité aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a des groupes de la taille d'un Roche ou d'autres qui peuvent, je sais pas, rapidement se mettre à niveau, entre guillemets Le marché est très gros, donc il y a de la place pour tout le monde. Maintenant, Novo et Lilly, ils ont des avantages concurrentiels qui sont monstrueux. Je veux dire, déjà sur l'approvisionnement, ils sont en train sur la production. Sur la c'est ça. Et c'est ça. De se construire un truc. Du capex phénoménal. Voilà, ça sera difficile de les challenger. Et puis l'autre point, ça va peut-être me revenir. Sur le marché GLP-1, oui, comment ça se... Sur le prix. Après, Roche, c'est des gens qui savent quand même produire des j'ai pas de doute, j'ai pas de doute là-dessus. Oui. Donc, il est certain que prendre des parts de marché à Novo et Lilly, mais les choses changent dans le temps. Il faut quand même ayez en tête, il y a 30 ans, qui était le leader incontesté du diabète. C'était Sanofi. Hein. Oui, bien sûr. Plus dans le diabète, c'est Lilly. Le deuxième point, c'est que c'est très très long. Voilà. Pour arriver à une phase 3, etc., ça prend énormément de temps. Et je veux dire, Lilly et Novo ne se sont pas arrêtés à ce qu'ils font aujourd'hui. Il y a d'autres choses dans le pipeline absolument fantastiques. Ah non, mais je pense qu'on n'est pas au bout de la révolution. Voilà. Alors, en vrai, je suis un peu biaisé par des analystes qui sont très... mais c'est vrai que... qui voient dans les GLP-1 la révolution ultime. Quoi. Ça peut être l'aspirine de demain. Hein. Enfin, je veux dire, ça peut être aussi des molécules demain ou des gélules, ou injectables ou pas, qui peuvent quand même prévenir un grand nombre de pathologies ou de risques au-delà de ce qu'on imagine aujourd'hui. Voilà, le fait qu'ils se mettent dans l'obésité, ça c'est quelque chose que le marché apprécie beaucoup. C'est vraiment le domaine où il faut être. Voilà. On verra l'impact macro des GLP-1 un jour. Non, mais ce sera sur la consommation. Consommation, force de travail, etc. Ça peut être un vrai sujet à un moment. Hein. Bah oui. Tout le monde là-dessus. Ce sera un sujet d'étude. Avant ça... Le marché, on a sans doute un peu exagéré les conséquences sur un certain nombre de valeurs, d'ailleurs. Mais bon. Oui, mais c'est comme ça que le marché fonctionne. Régis, on avance très vite d'un coup et puis après on regarde. C'est vrai. Non, mais disons quand même un mot de politique dans tout ça. Florent, en tant qu'économiste, alors bon, le fait marquant de l'été quand même, c'est que le match américain s'est un peu déplacé puisque Kamala Harris fait souffler un nouvel espoir peut-être côté démocrate. On voit que la probabilité peut-être est un peu rebalancée de ce point de vue-là. Est-ce que ça peut avoir des conséquences, que ce soit la victoire de Trump ou de Kamala Harris? Est-ce que ça a des conséquences? Est-ce que ça altère, est-ce que ça fait évoluer le scénario macro-américain, le scénario de politique monétaire pour la Fed en 2025 notamment? Alors ça, c'est sûr que la donne a changé. C'est-à-dire que jusqu'à présent, Donald Trump trustait le haut du panier dans les sondages et Joe Biden était derrière. Donc ensuite, il y a Kamala Harris. Pour simplifier les choses au maximum, effectivement, ça peut changer des choses pour la Banque centrale américaine. C'est-à-dire que si c'est les démocrates qui l'emportent, leur programme est légèrement baissier croissance, mais surtout, il n'est pas plus inflationniste. D'accord. Ça, c'est le premier point. Ça veut dire que la Banque centrale américaine, toute chose égale par ailleurs, elle pourrait être tentée de continuer à ajuster sa politique monétaire, moyennant l'évolution de l'inflation, de la croissance, etc. Si c'est le programme de Donald Trump qui passe, moyennant d'ailleurs aussi s'il a la Chambre ou pas, le Sénat ou pas, etc., qui est encore un autre débat. Oui, sur la fiscalité, c'est important. Exactement. Si c'est Donald Trump, son programme est un petit peu plus pro-croissance, même un peu plus. Ouais. C'est un peu le miroir aussi de 2016. Et donc plus inflationniste. Et donc plus inflationniste. Après, il faut se méfier des raisonnements à l'emporte-pièce, entre guillemets, qui consisteraient à dire alors les taux d'intérêt vont monter, alors les taux de marché vont monter aussi, parce que faut pas oublier que 2018, c'était aussi l'année d'une mini-récession manufacturière liée aux tarifs douaniers appliqués par Donald Trump. Ou en tout cas, la guerre commerciale. Et le U-turn de la Fed en fin d'année pour remettre de la liquidité dans les marchés. Exactement. Et donc, de ce point de vue-là, c'est un peu une réponse... de Normand, oui. Enfin, exactement. Non, mais très intéressant. De attention aux certitudes trop certaines sur les conséquences. Il y a un débat 10 septembre. Voilà, le 10 septembre, donc on y verra, je l'espère, un petit peu plus clair sur les programmes et sur la manière qu'ils ont de s'affronter aussi sur tel ou tel point. Et donc, à partir de là, il faudra essayer de dériver des scénarios, mais c'est pas très confortable pour la Fed si c'est Donald Trump. Bon, ne serait-ce que parce qu'il va y avoir beaucoup de critiques. Mais c'est pas très confortable non plus parce qu'on ne sait pas véritablement si les mesures qui vont être appliquées sont pro-croissance au début, et puis ensuite, finalement... Puis vous le disiez, autant sur la fiscalité, les questions d'impôts, etc., et d'avoir une majorité à l'ensemble du Congrès, ça peut aider. Autant sur la partie tarif, douanier, trade, etc., il peut agir par décret avec la seule signature présidentielle. Exactement.
On termine avec l'IA. Peut-être un petit mot sur l'IA, partant des résultats de Nvidia et de la réaction de marché, qui n'a pas été aussi époustouflante que d'habitude. Qu'est-ce que ça nous dit du cycle de l'IA et de la sensibilité du marché à Nvidia strictement aujourd'hui, Florent? Sur l'IA, il y a deux mondes qui s'affrontent. D'un côté, vous avez tout ce qui est infrastructure, donc ça c'est Nvidia et tout son écosystème finalement qui est très large. Et là-dessus, probablement que les surprises vont être un peu moins énormes dans le futur. Et donc du coup, là c'est vraiment l'endroit où il y a beaucoup de visibilité en fait, puisque vous avez un cycle de CAPEX de 80 milliards par an au moins pour les 3 prochaines années, et vous avez des dirigeants de GAFAM qui sont absolument convaincus. Sundar Pichai sur la publication de Google dit le risque c'est pas de surinvestir, c'est de sous-investir. Voilà. Donc c'est difficile quand même. D'aller contre. Oui, non, mais ça d'aller contre, oui, j'imagine. Dans un monde où la croissance se raréfie un petit peu, des entreprises qui ont des rythmes de croissance aussi forts. Mais est-ce qu'on atteint le pic Nvidia? Enfin, quand je dis le pic, je ne parle pas du cours de bourse ou de la valo. Je parle du pic de la hype ou du pic de la concentration, de l'attention autour d'un seul acteur de la chaîne. Je pense que oui, c'est possible. Et je pense surtout que la pente de hausse du titre, elle va probablement un petit peu se calmer. Et en fait, l'autre monde dans l'IA, c'est les softwares. Et donc là, en fait, on est à la recherche de la killer app. Et donc pour l'instant, il y a les grands langages de modèles, il y a Copilot chez Microsoft où vraiment il se passe quelque chose. Mais sorti de ça, si vous voulez, le marché ne paye pas pour voir. Parce que c'est normal, les budgets d'IT pour l'instant, ils sont vraiment concentrés sur l'infrastructure de l'IA. Et les entreprises, elles sont vraiment en train de tester les applications. Elles attendent vraiment d'être sûres. Donc il y a un peu un back and forth avec les fournisseurs de software pour qu'ils produisent. Et là, de ce point de vue-là, le marché, il attend plutôt des preuves avant de valoriser effectivement ce que l'IA peut apporter à ses il attend vraiment de la hyperscalers ou autres. Dans le compte de résultats, il y a deux petites boîtes, de moyenne, ServiceNow et Palantir, où là, il y a des choses qui se passent et ça se matérialise dans le compte de résultats. Mais par ailleurs, si ça se matérialise pas, le marché paye pas pour voir. C'est Safran aujourd'hui qui a acheté une boîte dans l'IA dédiée à l'aéronautique, etc. Bon, bref, c'est partout. Sur les résultats d'Nvidia et la réaction de marché, il nous reste une petite minute, Régis. Est-ce qu'il y a une leçon à retenir? Oui, c'est que Nvidia, ça vaut 30 fois le chiffre d'affaires, ça fait 77% de marge d'EBITDA. Voilà, on est dans un niveau de valorisation qui n'est pas forcément totalement absurde, parce que finalement, le cours de bourse a évolué au même rythme que les cash flows d'Nvidia, donc c'est pas comme une bulle qui ne correspond à aucune réalité économique, ça correspond bien à une réalité économique. Maintenant, on est sur quelle est la probabilité que cette réalité économique, que cette croissance, que cette hypercroissance se prolonge 1, 2, 3, 4, 5, 10 ans. Et donc, à chaque publication de chiffres, on peut ajuster un tout petit peu cette probabilité et ça vous fait un swing de valorisation qui est immédiatement énorme. Ouais. Voilà. Donc, je crois qu'on était à 38 fois le PE forward sur la publication, enfin après la publication d'Nvidia. Bon, c'est monté beaucoup plus haut, On était à 62 PE, je pense. Bien sûr. Comme la croissance est très très forte, au fur et à mesure que le temps passe, le PE baisse à cours stable. Mais il faut que la musique continue de jouer. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Régis Béguet, Zadig Asset Management, Florent Martini, Trecento Asset Management et Florent Vabon, Ecofi. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème nous amène à évoquer ce soir la classe d'actifs ou même peut-être l'univers d'investissement des actifs privés pour dresser un état des lieux de rentrée et mesurer un peu les enjeux devant nous pour cet univers d'investissement. J'ose même plus l'appeler classe d'actifs parce que c'est un univers d'investissement qui s'est tellement agrandi et qui est devenu beaucoup plus accessible, bien sûr, pour les investisseurs particuliers, notamment ces dernières années. On en parle avec Alexandra Solnik, qui est directeur des relations investisseurs Private Assets, actifs privés chez BNP Paribas Asset Management. Alexandra, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. En tant que gestionnaire d'actifs de la taille de BNP Paribas Asset Management, vous êtes, j'imagine, présent sur toutes les classes d'actifs dites privées ou alternatives. C'est comme ça qu'on les classifie aujourd'hui. Alexandra, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cet univers? De quoi est-ce qu'on parle concrètement?
Et surtout, moi, ce qui m'intéresse pour en discuter de plus en plus souvent ces dernières années, c'est que je trouve qu'au sein de cet univers des actifs privés, il y en a pour tous les profils d'investisseurs aujourd'hui. Oui, alors effectivement, un petit rappel, je vais commencer par ce que ça n'est pas, puis après je vous dirai ce que c'est. Très bien. Donc les actifs privés, par définition, c'est un ensemble de classes d'actifs qui ne sont pas cotés en bourse, donc pas disponibles sur un marché régulé, réglementé. Pour autant, comme vous le mentionnez, on est sur un marché qui se structure, qui se développe. Pour vous donner quelques idées en termes de chiffres, au niveau mondial, alors on estime, ce sont des estimations, on sera autour de 15 000 milliards, donc on est quand même encore sur un faible pourcentage par rapport à l'univers coté. Ouais. Pour autant, donc dans les grandes familles, alors la famille, on va dire la plus connue, qui est majoritaire aujourd'hui dans cet univers d'investissement, on a le monde du private equity, donc des entreprises, donc qui vient en complément de ce qu'on peut voir dans l'univers coté. À côté de ça, on a également de l'exposition, du financement à des projets. On pense à des projets immobiliers de commerce, également des projets infrastructures, dont des biens et des services essentiels. Ça peut être des projets éoliens, des parcs, des réseaux de chauffage. La liste est assez longue. Et enfin, on peut aller jusqu'aux investissements de particuliers. Donc, on peut aller financer des projets de particuliers, donc de petite taille, en regroupant en portefeuille, par exemple, pour la rénovation énergétique. Donc, effectivement, l'univers est vaste, il est profond, il est riche. Et il est riche aujourd'hui parce qu'il s'est développé en termes de profil, de risque et de rendement. C'est ça. J'en parlais tout à l'heure, on parlait de l'univers du private equity, donc l'investissement en capital, on dit souvent capital risque corporate, donc on va aller intervenir en fonction des différents besoins des entreprises, soit très tôt, donc tout ce qui est tech, start-up, scale-up, à des projets un peu plus matures, mais pour autant, on peut également investir en s'exposant d'un point de vue du financement. Donc là, on aura des sécurités supplémentaires, on aura effectivement potentiellement moins de risques, mais également moins de rendement, mais on peut s'exposer à cet univers tout aussi large. On pense au financement, évidemment, à la dette d'entreprise, souvent de plus petite taille par rapport au marché coté. C'est ce qu'on appelle la dette privée, c'est ça, dans la classification du non-coté. Donc dans le jargon, effectivement, dette privée, mais on peut aussi regrouper dans la dette privée des actifs immobiliers et des actifs infrastructures. Donc en fait, le panel de rendement est très large également en thématique. Puisqu'on est ici vraiment, les actifs privés permettent pour nous, sont au cœur du financement en fait, de la transition énergétique, du développement durable, et vont apporter des solutions, je parlais tech, je parlais infrastructure, pour justement aller financer l'économie verte de demain. Il y en a, je le dis un peu très bien, mais il y en a pour tout le monde aujourd'hui dans cet univers d'investissement. Quand je dis tout le monde, c'est chaque profil de risque peut trouver de l'intérêt dans cet univers, cet ensemble de classes d'actifs, j'aime bien, comme vous l'avez dit, Alexandra, des actifs alternatifs ou des actifs privés. Qu'est-ce qu'on se peut dire spécifiquement du marché européen à l'heure où on se parle, en cette rentrée 2024 ? On a tous compris que la phase de montée agressive des taux avait été un moment douloureux. Alors on l'a vu, nous, sur les marchés liquides cotés au quotidien, mais ça s'est ressenti aussi au travers du non-coté des actifs privés. Est-ce qu'on commence à émerger un peu de cette phase ? Qu'en est-il justement de la dynamique des levées de fonds ? Et quelles sont les stratégies qui sont les plus recherchées aujourd'hui par vos clients investisseurs, par exemple, Alexandra ? Donc tout à fait, pour vous donner un panorama sur l'univers européen, qui est l'univers dans lequel on agit en tant qu'expert pour nos investisseurs. Donc, en Europe, si on regarde les levées de fonds 2023-2024, au total, en actifs sous gestion, on est à 3 000, peu ou prou, 3 500 milliards d'actifs sous gestion. D'accord. Donc, là-dedans, on a une croissance, je pense, depuis 10 ans. Pour vous donner un ordre d'idée, on était à un tiers de ça il y a une dizaine d'années. Donc, il y a une réelle accélération depuis 2019. Si vous faites les calculs, on est sur du double digit, plus de 10% de croissance tous les ans. D'accord. Pour autant, sur les levées de fonds, 2023, il y a une petite rupture de dynamique où il y a eu un ralentissement des levées de fonds. Les levées de fonds sont toujours positives. On observe toujours une croissance des actifs sous gestion, mais un petit ralentissement, comme une hésitation. 2023, on voit cette tendance, si on regarde les chiffres, se prolonger en 2024. 2023, on était à plus de 350 milliards de levée en Europe. Et si on regarde la tendance, je regardais les chiffres hier, alors ça dépend des sources, mais on est à un peu plus de 220 milliards estimés, D'accord. Avec toutes les réserves, parce qu'on est sur de l'actif privé par construction, bien sûr. des données disponibles publiquement, mais on a cette tendance, on est sur le même cru, on va dire, que 2023, mais un certain ralentissement des levées lié à plusieurs phénomènes. Je pense que le premier, effectivement, on était quand même sur une explosion, donc on a plutôt un stade de maturité du marché, et également devant
on va dire, l'incertitude macroéconomique, la volatilité des marchés au sens large, les poches, les allocations des investisseurs peuvent se ralentir. En tout cas, les levées de fonds sont 2 fois plus longues. Une levée de fonds, donc en général, c'est fermé, qui, il y a quelques années, prenait peut-être 1 an et demi. Maintenant, on est plutôt sur du 1 an et demi, 2 ans. Ouais, d'accord. Ensuite, on a des tendances fortes qui s'installent. Si on revient sur les classes d'actifs ou les secteurs dont on a parlé tout à l'heure, on a toujours le secteur du private equity qui reste majoritaire, mais qui va plutôt baisser en faveur de d'autres secteurs. En proportion En proportion, D'accord. exactement. Donc il est plutôt à 60%. Aujourd'hui, il va être chatouillé en dessous des 50%. Donc du total que je vous ai mentionné tout à l'heure, au profit de 3 gros secteurs. Alors le premier, vous l'avez cité, la dette privée. Effectivement, en 2022-2023, on a eu une explosion des investissements en dette privée, puisqu'en fait, si on fait la somme des taux pour certains, des taux variables et de la prime d'illiquidité qu'on va aller chercher dans ce marché, on pouvait aller flirter finalement avec des rendements de capital risque ou de private equity. Alors évidemment, sur les rendements les plus faibles, on pouvait aller flirter avec parfois des double-digit returns. Donc ça, les investisseurs l'ont reconnu. En 2023, on est passé de quasiment en allocation de 10 à 18% des levées. 2024 a l'air plus hésitant, vous le mentionnez, avec l'hésitation sur le sens des taux. On va avoir plutôt un tassement de cette classe d'actifs, mais pour autant, elle représente toujours aujourd'hui du total un bon 10% des allocations. Le deuxième est le marché des infrastructures. Je le rappelle, ici, on est sur des biens et des services essentiels. Donc, on pense assez naturellement énergie, transport. Mais ce secteur-là, aujourd'hui, va répondre et va exploser en termes de besoins de financement de la transition écologique que je mentionnais précédemment. Et il y a des nouveaux secteurs qui émergent et des besoins de financement qui paraissent évidents. Évidemment, assez naturellement, on pense à tout ce qui est énergie, toutes les nouvelles solutions, que ce soit autour de l'hydrogène. On pense à tout ce qui est évidemment tout ce qui est chauffage urbain, énergie plus verte, mais pas que. On a des nouveaux secteurs qui sont aujourd'hui acceptés comme reconnus essentiels. On va penser à la digitalisation, donc des tours télécoms. On va penser à tout ce qui est fibre optique et également tout ce qui est centre de données vertes, puisqu'ils peuvent aussi fournir une utilisation optimale de l'énergie. Donc ce secteur-là, qui historiquement, on va dire, avant 2019, représentait peut-être un quart des actifs réels, si on prend immobilier, qui est un secteur plus infra. Aujourd'hui, on est plutôt sur du 3/4. D'accord. Et là, si j'ai regardé les derniers chiffres, on est vraiment sur 3/4 infra, un quart immobilier des actifs réels. Donc on a une vraie tendance de fond qui s'installe dans tous les portefeuilles de nos institutionnels. Il y a un nouveau leadership qui se met en place du point de vue de la dynamique de ces marchés avec ces segments que vous citez aujourd'hui. Tout à fait, qui nous paraît essentiel pour accompagner justement la transformation, les méga tendances, pour citer un mot assez connu, que l'on voit aujourd'hui. Et le petit dernier qui est nouveau, alors qui n'est pas nouveau historiquement, mais qui apparaît un peu dans tous les articles et qu'on voit apparaître dans le portefeuille de nos investisseurs, c'est le capital naturel. Alors, pour reprendre une définition assez dictionnaire, on va dire, du capital naturel, on est sur de la ressource naturelle, biodiversité, utile à l'homme et que l'on peut exploiter d'un point de vue économique et technologique. Alors, une fois que j'ai dit ça, qu'est-ce que c'est ? On prend le secteur sur lequel on a le plus de données historiques, le secteur de l'agriculture, par exemple, ou le secteur d'investissement en forêt. Et nous, on est persuadés qu'on peut aller justement investir de manière durable dans ces biens, tout en profitant de rendements attractifs sur le long terme. Donc, encore une fois, pour citer quelques chiffres, on a quasiment un doublement de l'exposition en pourcentage dans le portefeuille des investisseurs. D'accord. On est passé de quasiment 7 à 14% du périmètre total. Dans un portefeuille global d'investisseurs aujourd'hui... Si on prend tout le private assets... C'est ça, tout actif privé. La proportion a doublé. Oui, mais ça veut dire que ce capital naturel, là, il a ce segment de marché, il y a face à ça des besoins, une profondeur de marché qu'on peut imaginer demain qui amène le capital naturel à être, je ne sais pas, aussi gros que d'autres segments des actifs privés au sens large. Alors pourquoi pas ? C'est un monde qui est en train de s'organiser, s'institutionnaliser. Alors c'est pas nouveau, investir dans les forêts, quelque chose de nouveau, mais nous, notre positionnement, c'est qu'on peut le faire. D'une manière durable. Et les investisseurs, vraiment, ça répond à plusieurs objectifs pour eux. Le premier, ça va être un objectif vraiment de respect de la biodiversité, de l'écosystème. Parce que nous, on a vraiment une volonté chez BNP Paribas Asset Management d'avoir une gestion durable des forêts, donc de préserver, de ne pas être complètement en défrichage, de préserver, de laisser justement les animaux circuler librement à certains endroits, de respecter la biodiversité. D'autre part, de permettre de réduire l'empreinte carbone.
de ces investisseurs, puisqu'on est sur la forêt, qui par construction est négatif. Et plutôt c'est ça, oui. Exactement. Et en plus de ça, bénéficier de l'appréciation en fait, de cette ressource rare, qui est vraiment reconnue comme rare, est essentiel. En plus de ça, cerise sur le gâteau, on peut aller toucher des rendements récurrents, pas nécessairement attendre l'appréciation des dits biens, puisqu'on va là, en l'occurrence, si on parle de la forêt, aller investir dans du bois, une matière qui derrière va être utilisée, par exemple, pour construire des habitats, et donc continuer justement à remplacer et à réduire l'empreinte carbone et à atteindre nos objectifs justement de réduction carbone. C'est plutôt une logique de rendement qui anime les investisseurs dans ce cas du capital naturel. Un mélange des deux, c'est vraiment répondre à leurs prérogatives de écosystème, biodiversité, et pour autant aller avoir un rendement récurrent et en plus une protection contre l'inflation, puisqu'on va bénéficier en fait de la valorisation de cet actif et de sa rareté. Un actif réel, oui, bien sûr. Exactement, actif réel. Merci beaucoup Alexandra. Merci d'avoir apporté tous ces éléments d'analyse et d'observation sur ces marchés d'actifs privés. Effectivement, on ne l'a pas noté, mais un des gros sujets, c'est quand même l'accès à l'information. Dans ce monde du non-coté, agréger, retrouver les données, accéder à l'information, c'est un parcours un peu plus compliqué que dans le monde liquide et coté. Merci d'avoir été là pour nous, directeur des relations investisseurs Private Assets chez BNP Paribas Asset Management. Merci.